Bonjour Anne-Marie Frénehard. Bonjour. Alors vous êtes ancienne responsable du laboratoire pour la certification de la qualité des blés pour l'exportation, mais vous avez été pendant très longtemps chef de service à l'ONIC. C'est ça. Voilà, alors on va parler justement de la qualité du blé, on devrait même dire maintenant de la qualité des blés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quelles ont été les grandes étapes dans la vie du blé ou dans la qualité des blés ? Eh bien, cette année, ce sont les 80 ans un peu de cette organisation du marché du blé, puisque l'ONIB, d'abord l'Office du blé, puis après l'Office des céréales, ont été créés il y a 80 ans, en 1936. Alors 1936, c'est une date historique importante. Ça arrivait pour les agriculteurs en pleine crise de surproduction, pour le blé en particulier, qui était régi par le marché mondial à l'époque. La mondialisation, ça date pas d'aujourd'hui. Pour les céréales en particulier, qui se transportent, qui se gardent, etc., le marché était mondialisé depuis très très longtemps. Et il fallait trouver des solutions à cette crise de surproduction qui plongeait les agriculteurs dans une crise épouvantable. Il y avait déjà à l'époque des suicides et des grosses difficultés. Et donc, il a fallu organiser ce marché et en particulier régler le problème du prix. Ça a été la première nécessité et en particulier organiser les négociations entre les acheteurs et les producteurs. Et la création de l'ONIB à l'époque a placé le producteur au premier chef pour la distribution de la marge. Et alors pour réguler les cours, il fallait stocker. Il a fallu installer des silos. Oui, il a fallu passer par un réseau de coopératives. Et c'est vrai qu'en 1936, par rapport à la qualité, c'était quand même le problème du prix qui est venu en premier. Il a fallu organiser tout ce marché. Et la qualité, bon, il fallait que le blé, évidemment, soit, comme on disait à l'époque, sain, loyal et marchand, mais le détail de la qualité et les éventuels conflits ont été renvoyés dans les sections départementales qui ont été créées à ce moment-là. Et puis, en 3 ans, juste le temps d'organiser tout ça, arrive la guerre. Il est bien évident qu'à ce moment-là, le problème de la qualité s'est trouvé balayé par les faits. Il fallait gérer la pénurie à ce moment-là. Il fallait complètement gérer la pénurie, ce que l'ONIC a fait, puisque l'ONIC a été créé pendant la guerre. l'ONIC, donc toutes les céréales, à ce moment-là, il a fallu gérer la pénurie, assurer le pain pour tous, ce qui n'a pas été une mince affaire dans un contexte évidemment très très difficile. On a mis à peu près n'importe quoi dans le blé, mais à la fin de la guerre, les dirigeants de l'ONIC ont pu dire « Nous avons fourni une ration de pain suffisante à tous les Français ». Alors évidemment, ne parlez pas de la qualité du pain en question. Voilà. Alors parlons de la qualité du blé, des blés. Qu'est-ce qui a provoqué l'évolution? Est-ce que c'est une évolution scientifique, c'est-à-dire que finalement il y a une sélection variétale de blé, ou est-ce que c'est la demande du public ou la demande des acheteurs qui a changé? Alors, à l'issue de la guerre, ça a été assez difficile, le temps de rétablir tous les circuits, toute la production. On est revenu, disons, à une autosuffisance en pain par avant les années 50. À ce moment-là, c'est vrai que le problème de la qualité s'est posé, y compris à travers une question extrêmement triviale, c'est que les experts se sont aperçus que les Français ne se remettaient pas à manger du pain. C'est-à-dire que la consommation de pain diminuait régulièrement jusqu'à arriver à aujourd'hui. Avant la Seconde Guerre mondiale, en campagne, il était courant qu'on considère que 800 grammes de pain pour un adulte au travail, c'était normal. Aujourd'hui, vous pensez bien qu'on en est très loin. Et donc, on s'est rendu compte que, est-ce que le pain n'était pas bon? Pourquoi les gens ne mangeaient plus de pain? Et donc, il y a eu des commissions qui se sont réunies, des experts qui ont travaillé pendant plusieurs années pour essayer de dégager les bonnes pratiques du pain français. Et donc, on est arrivé à définir des critères qui permettaient de définir qu'est-ce qu'il fallait pour qu'un blé soit bon en panification française. Et puis, ce qui a fait vraiment évoluer aussi beaucoup de choses, c'est que la France est devenue exportatrice. Et alors là, à ce moment-là, il a fallu se confronter à nouveau au marché mondial. Et en fait, aujourd'hui, je pense il ne faudrait plus parler de la qualité du blé, mais des qualités. Parce que tout dépend de ce qu'on veut en faire de ce blé. Si on veut faire du pain français et des baguettes, il faut telle ou telle qualité, et ça, on le sait depuis longtemps. Par contre, si on veut faire
des petits beurres, ou si on veut faire des biscuits apéritifs, il faut surtout pas que la pâte, elle gonfle comme dans une baguette. Donc c'est très différent. Et donc, en fait, aussi, si on veut aussi le donner aux animaux, oui. il faut des protéines qui ne sont pas forcément de la même qualité que celles qu'on mettrait dans un pain français. Alors, Donc, je vous coupe, mais parce que pour le grand public, il y a le blé tendre et le blé dur. oui. Et puis on va pas beaucoup au-delà. Et vous, vous êtes en train de nous dire, mais il y a du blé, par exemple, pour des biscuits. Oui. Il y a du blé pour un certain nombre de choses. Oui. Comment l'éventail, comment dire, il est limité comment? On peut faire beaucoup de choses avec du Oui. blé. Hein. Donc, À chaque utilisation, oui. son blé. Et en fait, il a fallu que les contrats même évoluent, parce qu'en fait, dans les années 50-60, on achetait du blé. Même jusque dans les années 80, quelqu'un qui voulait du blé, il achetait du blé. S'il connaissait son fournisseur, et si c'était un meunier qui connaissait son fournisseur local, il n'y avait pas de problème. Si c'était à l'exportation, ça pouvait être très différent. Et en fait, pour avoir les qualités, il faut d'abord la produire. Et pour la produire, il faut avoir des variétés convenables. Oui. Et c'est vrai que pendant très longtemps, la recherche agronomique a été tournée vers la productivité. Et on a mis au point, par exemple, dans les années 70, des blés, certes très productifs, mais parfaitement impanifiables. C'est ce qu'on appelait le blé fourragé. Très bien pour nourrir les troupeaux, mais alors pas du tout pour faire du pain. Donc il faut donc avoir des variétés correctes. Il faut les semer. Il faut surtout, après, les identifier, ces qualités. Donc il faut des analyses de laboratoire. Et là, il y a eu des gros progrès. Il y a eu des gros progrès dans la détermination rapide de la qualité de la récolte. Parce que c'est très important de savoir rapidement. Parce que si les analyses sont très compliquées, la tendance, quand le blé arrive à la coopérative, c'est de tout mélanger. Oui. Or, si vous avez fait un blé biscuitier et que vous le mélangez avec du blé pour les vaches, eh ben, ça va pas marcher. Alors justement, dans cette bataille pour les qualités, la France s'est tout de suite adaptée. Elle a été armée tout de suite, ou est-ce que ça a été compliqué de faire passer ça sur toute la filière? Alors, il y a toujours eu deux marchés. Il y a le marché intérieur pour faire de la meunerie et la boulangerie. Et c'est vrai que, y compris au sein de l'ONIC, les meuniers, les boulangers, même les consommateurs étaient représentés. Donc, ils pouvaient ensemble déterminer un certain nombre de bonnes pratiques. Mais tout ça a été, dans les années 70-80, a été largement débordé quand on s'est mis à exporter. Alors l'exportation sur le marché mondial, la France, c'est pas les grandes plaines de l'Ouest américain. Et donc, on savait très bien qu'on ne pourrait pas se placer au niveau des bonnes variétés du blé américain. Donc, il s'est trouvé l'opportunité du marché russe, où les Russes en sont portés mais massivement pour des millions de tonnes acheteurs de céréales. En France, parce qu'il y en avait. D'abord parce que ça leur permettait de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Oui. On était encore dans la période de la guerre froide. Oui. Et puis, il fallait aussi... ils avaient des prix inférieurs. Alors, c'est toujours une grande partie de poker menteur. Je te paye moins cher en espérant avoir une qualité au moins équivalente à ce que je pourrais avoir ailleurs. Vu du côté, au prix où vous me l'achetez, ça suffira bien. Et donc, cette façon de faire a permis d'écouler des millions de tonnes. Hein, il faut être honnête. Mais quand l'URSS a commencé à être à même de dire, attendez, là, moi je vais me fournir ailleurs parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On a essayé de mettre en place la politique de certification pour apporter une garantie d'État à la qualité qui était demandée. Mais ça n'a pas pu durer parce que justement la recherche agronomique n'avait pas encore vraiment mis en place des variétés qui permettaient de répondre massivement à ce type de qualité améliorée. Les silos n'étaient pas tous adaptés. Un silo portuaire, quand les camions arrivent au moment de la moisson, faut pas mélanger. Et en fait, tout se retrouvait mélangé. Il fallait avoir une politique de classement des blés dès le silo de collecte. Et ça a pris du temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, franchement, ça s'est nettement amélioré. Alors, aujourd'hui, il y a autre chose qui est arrivé, c'est toute l'électronique, tous ces appareils. Alors,
Vous m'avez parlé de ce qu'on appelle l'infraliseur. Alors, ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, ça serait peut-être un peu long à Oui. expliquer, mais ce sont des mesures électroniques dans l'infrarouge qui permettent, sur un échantillon de blé ou de farine, de connaître en particulier le taux de protéines. Mais il y a d'autres caractéristiques du blé qui peuvent, en particulier pour trouver quelle est la variété Oui. qu'on a devant soi, c'est aussi des analyses dans l'infrarouge. Et tout ça, ça se fait certes en laboratoire, mais avec des appareils très rapides, ce qui permet d'avoir des réponses rapides pour des milliers d'échantillons. Ça veut dire qu'il y a de la fiabilité et il y a de la rapidité dans les résultats. Voilà. Et ça, c'est des informations qui sont primordiales. Et là, je dois dire que France-Agrimaire, aujourd'hui, joue un rôle très intéressant en continuant une enquête qualité qui a commencé dans les années 80 et qui se poursuit toujours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en début de campagne, il y a des milliers d'échantillons qui sont analysés par le laboratoire de l'ONIC et qui permettent de savoir très rapidement aussi bien quelle est la qualité moyenne, est-ce que selon les aléas climatiques, etc., mais aussi où sont répartis sur le territoire national la production de telle ou telle variété qui peuvent répondre à tel ou tel marché. Les biscuits, le pain français, le pain demi type américain, le blé fourragé et toutes les diverses utilisations. Et là, la variété des terroirs en France permet d'avoir un éventail de qualité. Oui. Quelque part, quand je disais qu'on n'était pas les plaines américaines, mais d'un autre côté, on a une diversité de terroirs et une diversité de climats qui permettent d'envisager, de répondre en fait à toutes les demandes. Le tout, c'est de savoir où elle se trouve, quelle est la production qui est capable de répondre à ces demandes, d'où l'importance de cette plaquette qualité qui est diffusée largement, aussi bien aux acteurs tous les acteurs, aussi bien aux acheteurs qu'aux vendeurs. Et à mon avis, un des principaux intérêts, c'est de valoriser la qualité. Celui qui fait l'effort de faire de la qualité, il faut que les acheteurs sachent où il est et à qui on peut acheter, parce que il faut reconnaître que la qualité, ça a un coût. Voilà, oui, parce que pendant très longtemps, c'était soit la quantité, soit la qualité. Oui, voilà. Et là, le problème de la qualité, il faut de la sélection variétale, on l'a dit tout à l'heure, il faut des aménagements, il faut des cellules, il faut travailler le blé, il faut le classer, il ne faut pas le mélanger, toutes sortes de choses qui méritent une certaine valorisation et l'application de bonnes pratiques qui sont... et c'est justement l'intérêt de France-Agrimaire, de réunir tous les acteurs autour d'une table et de définir ces bonnes pratiques de façon à ce que du champ jusqu'au bateau d'exportation ou jusqu'au meunier, cette qualité réponde à la demande et en plus ne soit pas perdue en route de façon à ce qu'on la retrouve à l'arrivée. La France est bien placée, là, au niveau international, pour l'exportation. Alors pour le blé, oui, la France est bien placée parce que maintenant, quand même, je crois que les efforts sur la qualité commencent à être reconnus. Le fait que les demandes puissent être satisfaites dans une grande panoplie de différentes qualités, c'est un atout, c'est sûr, et ça s'améliore, je pense. Mais dans la mondialisation, comme on dit, parce que vous évoquiez la mondialisation dans les années 36, mais aujourd'hui elle existe, est-ce qu'on tient le coup ? Alors, en fait, le blé français a un avantage, c'est qu'effectivement, tout le monde n'a pas besoin d'un blé avec un taux de protéines extraordinaire, avec une siccité extraordinaire, comme en produisent massivement depuis des décennies les plaines américaines. On peut très bien valoriser la qualité, probablement, éventuellement même à un prix inférieur à celui des marchés américains. Alors évidemment, il peut y avoir aussi des crises. Le prix du blé maintenant n'est plus fixé, il n'y a plus de réglementation. Et justement, c'est dans ce contexte de libéralisation qu'il faut absolument faire valoir les atouts français, c'est-à-dire la qualité, les qualités plus exactement. Et pour ce blé de qualité, ou de ces qualités, donc pour les exporter, le prix est cohérent et compétitif par rapport à l'étranger ? Ça dépend des années, comme à chaque fois qu'on parle de quelque chose de vivant, et il y a quand même une grande variabilité.
Mais bon an, mal an, la France produit quand même beaucoup, et c'est en Europe en particulier, parce qu'il n'y a pas que le marché mondial, il y a aussi le marché européen à fournir. Et sur le marché européen, la France fait prime, hein. Ça c'est sûr. Alors vous parliez de France Agrimaire, donc qui est un atout puisque la filière, l'ensemble et des professionnels, mais les pouvoirs publics aussi sont représentés. Donc là, il y a un instrument à la fois d'expertise, d'orientation, d'innovation qui est important. Oui, France Agrimaire a maintenu un laboratoire qui est maintenant à La Rochelle, et ce qui lui permet d'avoir une capacité d'expertise autonome. C'est-à-dire que on produit nos propres résultats, nos propres statistiques, et ça c'est très important. C'est des informations d'ailleurs que les professionnels s'arrachent au moment où on les diffuse, parce que ça vaut de l'or, hein. Alors avec le regard et le recul que vous avez, vous êtes optimiste pour le blé français, les blés français? Pour les blés français, oui, je pense que c'est un atout. Ça pèse quand même assez lourd dans la balance économique de la France. Et il y en a, il y a les Airbus, mais il n'y a pas. Il y a des années où le blé arrive au niveau des Airbus, hein, en valeur d'exportation. Bon, c'est pas toutes les années, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même un atout très important. Ça nous permet d'échanger avec le reste de la planète dans de bonnes conditions. Oui, parce qu'en même temps, au moment où de temps en temps on dit qu'il y a des secteurs dans l'agriculture qui sont en difficulté et qui s'expriment un peu difficilement, vous dites pour les blés, quand même, comment dire, la vision, elle est plutôt optimiste. Je serais plus optimiste sur les céréales, à condition effectivement que les producteurs acceptent de travailler un petit peu sur le moyen terme, qu'ils aient une vision un petit peu sur le moyen terme, qu'ils ne se contentent pas de faire des coups. Cette année, je vends mon blé à un prix extraordinaire, c'est génial. Bon, alors, l'année suivante, s'il y a des problèmes, il va falloir que l'État intervienne. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, dans ces conditions-là, oui, je suis optimiste. Anne-Marie Frénéard, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.